L'usage du drapeau national est désormais réglementé pour la chefferie traditionnelle au Togo. C'est ce qui ressort d'une note circulaire du ministère de l'administration territoriale. Cet emblème qui incarne les croyances, la vision et les qualités de la nation togolaise ne sera plus hissé dans la cour d'un chef de quartier ou encore d'un chef de village. Il s'agit en effet d'un usage inapproprié par la chefferie traditionnelle selon le ministre Awateo Dabalo. Ainsi, l'utilisation du drapeau national dans les palais royaux, notamment lors des cérémonies officielles, est exclusivement réservé aux chefs de canton. Tout usage en dehors de ce cadre est donc sévèrement puni. Cette nouvelle mesure vise, selon l'autorité, à préserver la dignité et le respect des symboles nationaux. Par ailleurs, le drapeau togolais, qui est un symbole de la nation, permet à celui qui le porte d'affirmer son appartenance à la nation togolaise. Mais avec cette nouvelle initiative du ministre de l'Administration, une autre question reste posée. Le drapeau togolais peut-il continuer par être hissé sur d'autres bâtiments non officiels ? Dans le but d'améliorer le climat des affaires et doubler la stabilité de la croissance économique positive chaque année, le Centre de formalité des entreprises a établi un bilan sur la création des entreprises en 2024. Selon le Centre de formalité des entreprises, en 2024, le Togo a enregistré une création de 14 919 nouvelles entreprises, marquant une légère baisse par rapport aux 15 654 dénombrés en 2023. En effet, au cours du premier semestre de l'année 2024, 7 964 entreprises ont été enregistrées entre janvier et juin 2024, contre 8 283 sur la même période en 2023, soit une diminution de 4%. Par contre, en septembre, le nombre de nouvelles entreprises créées s'est élevé à 11 979. Ce chiffre marque ainsi une légère augmentation de 2% par rapport aux 11 733 entreprises enregistrées à la même période de l'année précédente. En somme, cette diminution correspond à une baisse de 13% et traduit une augmentation de 4,6% par rapport à l'année 2022 où 13 835 entreprises avaient été créées. Par ailleurs, selon le CFE, les entreprises formalisées par des Togolais représentent la majorité des nouvelles créations avec 12 371 structures en 2024 contre 13 032 en 2023, démontrant une baisse de 4%. La part des entreprises portées par des étrangers a également légèrement diminué, passant de 2 622 en 2023 à 2 548 en 2024, soit une baisse de 2%. D'après le bilan, 4 450 entreprises ont été lancées par les femmes en 2024 contre 4 297 en 2023, reflétant une progression de 3,5%. Les femmes représentent ainsi 30% des créateurs de nouvelles structures au cours de l'année. En revanche, le nombre d'entreprises lancées par des hommes a baissé de 7,8%, s'établissant à 10 469 contre 11 357 en 2023. Les violences policières ou brutalités policières caractérisent l'action violente conduite par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions envers d'autres personnes hors du cadre défini par la loi. Sous le terme de violence policière, on regroupe différents actes d'abus policiers tels que l'abus de surveillance, l'arrestation frauduleuse, l'intimidation, la répression politique, l'abus sexuel, pour ne citer que ceux-là. Comme conséquence, la violence policière peut entraîner des tensions entre les forces de l'ordre et de sécurité et les communautés, entraînant des affrontements et même des émeutes. Ces incidents détériorent la confiance des citoyens envers la police républicaine, compromettant la collaboration entre la population et les forces de l'ordre. Cette défiance mutuelle complique la prévention et la gestion des crises sécuritaires. Au Togo, dans le but d'encourager les citoyens à faire entendre leur voix en signalant des abus, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a lancé une plateforme en ligne permettant aux citoyens de signaler en toute confidentialité les abus ou comportements inappropriés commis par les forces de l'ordre et de sécurité. Cette plateforme, logée sur le portail des services publics du Togo, offre ainsi la possibilité de dénoncer des abus tels que l'usage disproportionné de la force, les arrestations arbitraires, la corruption ou encore le non-respect des droits fondamentaux.
Elle propose également des services administratifs comme les autorisations d'entrée au Togo, de vitres teintées ou encore de couverture sécuritaire pour des événements privés. En décembre dernier, l'État togolais a procédé à une baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. L'objectif était d'améliorer le pouvoir d'achat des populations. Cette baisse a contribué quelque temps après à une réduction des coûts des transports. C'est dans cette même logique que le gouvernement compte poursuivre la subvention des produits pétroliers en cette année 2025 pour soutenir davantage la mobilité et le dynamisme économique. Pour ce faire, une prévision de 25 milliards de francs CFA est annoncée en cette année afin d'atténuer les effets de la vie chère sur les ménages. Cette prise en charge annoncée par l'autorité peut atteindre 233 francs CFA par litre selon le type de carburant. Pour rappel, les produits tels que le super sans plomb, le gasoil, le mélange de thym et le pétrole sont concernés par cette mesure. Par ailleurs, concernant le gaz domestique qui n'a pas connu de changement au niveau du prix depuis un bon moment, sera aussi prise en compte. Une enveloppe de près de 10 milliards de francs CFA sera également mobilisée pour sa subvention. Paul Kagame a tenté jeudi de se dédouaner des accusations de déstabilisation de l'Est de la RDC qui pèsent sur lui. Le président rwandais signe et persiste. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité. Et si le gouvernement de la RDC n'est pas encouragé à prendre ses propres responsabilités à l'égard de son peuple et de son pays, et que tout le monde se joint à lui pour rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres, comment voulez-vous que le Congo s'attaque à ces problèmes qui nous affectent tous ? Sauf qu'un énième rapport des experts onusiens révèle qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont répartis dans les territoires de l'Est de la RDC et soutiennent l'avancée du M23. Ces dirigeants du M23 et la majorité de leurs combattants sont venus d'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Ils se sont enfuis après avoir résolu le problème en 2012 et 2013, lorsque ces personnes s'étaient déplacées en Ouganda et que d'autres sont arrivés ici. À en croire le président rwandais, son pays est à tort impliqué dans un conflit qui tire ses origines en Ouganda. Les combats ont été lancés par le principal groupe qui se trouvait en Ouganda. Alors, comment cela est-il devenu un problème rwandais? Franchement, quelle est la base? Et pendant combien de temps allons-nous expliquer cela? Jusqu'à quel point? Pendant ce temps, d'intenses combats se poursuivent à l'ouest de Goma. Les forces congolaises tentent de reprendre le contrôle du territoire de Massissi, tombé entre les mains du M23, épaulé par l'armée rwandaise. L'Algérie a refusé l'entrée sur son territoire à un influenceur expulsé de France. L'homme de 59 ans aux 138 000 abonnés TikTok est accusé par les autorités françaises d'apologie du terrorisme et de propos antisémites sur les réseaux sociaux. Arrêté à Nîmes, l'Algérien est le troisième d'une série de 3 interpellations successives, selon les médias français. Rapatrié jeudi, l'influenceur a été ramené en France dans les vols retour de l'avion. Les médias sur place indiquent qu'il a été ensuite placé dans un centre de rétention administrative, le CRA, au Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne, dans la région parisienne, en attendant son procès prévu le 24 février prochain. Les faits surviennent dans un contexte de crise entre l'Algérie et la France, qui reconnaît désormais la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une décision qui a déjà poussé Alger à rappeler son ambassadeur en poste à Paris. Nicolas Sarkozy a vigoureusement dénoncé jeudi un complot ourdi par des menteurs et des escrocs contre sa personne. L'ancien président français est jugé à Paris pour le financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le gouvernement libyen dirigé par l'ancien président Mouammar Kadhafi. Dans ses premières déclarations lors du procès débuté lundi, l'homme de 69 ans a affirmé, je cite, «
Vous ne trouverez jamais un euro libyen, un centime libyen dans ma campagne. Fin de citation. L'ex-chef de l'État français, en fonction de 2007 à 2012, fait face à des accusations de corruption passive, de financement illégal de campagne, de dissimulation, de détournement des fonds publics et d'association de malfaiteurs, des charges passibles de jusqu'à 10 ans de prison. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 10 avril, avec un verdict attendu un peu plus tard. L'affaire a été révélée en mars 2011 par l'agence de presse libyenne, alors même que Sarkozy réclamait le départ de Mouammar Kadhafi du pouvoir. L'ancien locataire de l'Élysée parle de vengeance du clan Kadhafi. L'Amérique a rendu à Jimmy Carter les hommages dignes de son rang. À la cathédrale de Washington, le défunt président a reçu les funérailles nationales en présence de nombreux dignitaires étrangers, notamment le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Tous les présidents actuels et anciens encore en vie ont également assisté à la cérémonie, y compris le président élu Donald Trump. Le futur président des États-Unis installé au deuxième rang aux côtés des couples Hillary et Bill Clinton, Laura et George W. Bush, ainsi que Barack Obama. Moment rare, entre les présidents Obama et Trump, juste avant le début de la cérémonie et l'émouvante homélie de Joe Biden. L'actuel président américain a souligné l'amitié profonde qu'il partageait avec Jimmy Carter depuis près de 6 décennies, tout en relevant le caractère et les principes inébranlables de l'homme, ses réalisations qu'il a jugées parfois sous-estimées. Beaucoup pensent qu'il appartenait à une époque révolue, mais en réalité, il voyait loin dans l'avenir. Un baptiste blanc du Sud qui a œuvré pour les droits civiques, un vétéran décoré de la marine qui a négocié la paix, un brillant ingénieur nucléaire qui a mené la lutte contre la prolifération nucléaire, un agriculteur travailleur qui a défendu la conservation et les énergies propres, et un président qui a redéfini la relation avec un vice-président. Joe Biden a conclu son discours sur une note personnelle, le grand vide qu'il éprouve face à l'absence de Carter. Jimmy Carter, décédé à l'âge de 100 ans le 29 décembre dernier, embarque pour Plains en Géorgie, où il aura droit à des funérailles privées avec amis et famille, avant d'être enterré auprès de son épouse Rosaline. Ainsi, le 39e président des États-Unis quitte à jamais Washington pour le repos éternel. Un ciel complètement recouvert par la fumée et des maisons en proie aux flammes. Les incendies de forêt qui ravagent Los Angeles depuis quelques jours ont fait au moins 5 morts et laissé des quartiers en ruine. Selon les données des pompiers de Californie, plus de 2000 bâtiments ont été détruits ou endommagés dans les 2 foyers principaux, Pacific Palisades et Eaton. Alimentés par des vents violents, ces feux ont provoqué des scènes de chaos dans la 2e ville des États-Unis. Des habitants désespérés tentent d'échapper aux flammes qui se sont propagées de manière incontrôlée. Au total, plus de 130 000 personnes ont été évacuées depuis le début de ces incendies. Avec l'affaiblissement des vents, les autorités espèrent que la situation va se calmer. Des centaines de pompiers sont mobilisés pour venir à bout de ces flammes qui ont causé des dégâts considérables. Les quartiers huppés ont été touchés, notamment à Pacific Palisades, connu pour ses villas à plusieurs millions de dollars. Certaines célébrités ont vu leurs maisons détruites. À Hollywood, plusieurs tournages ont été interrompus et le parc d'attractions Universal Studios a été fermé. Pour Donald Trump, le responsable de cette catastrophe n'est autre que Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie. Le président élu l'accuse d'une mauvaise gestion de l'eau, alors que plusieurs bouches à incendie sont asséchées, ce qui ralentit le travail des pompiers. L'économie mondiale se redresse progressivement après des turbulences financières et des ajustements monétaires. Les efforts conjoints pour contenir l'inflation, assouplir les politiques monétaires et relancer le commerce international semblent porter leurs fruits. Un rapport de l'ONU
annonce une croissance mondiale de 2,8% en 2025, un chiffre qui se stabilise selon les analyses de Lee Junhua, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies. Selon notre analyse des données actuelles, l'économie mondiale a échappé dans une large mesure à une récession généralisée, malgré les chocs sans précédent de ces dernières années et la plus longue période de durcissement de la politique monétaire de l'histoire. Pour 2025, nous prévoyons donc une croissance mondiale d'environ 2,8%, semblable à celle de 2024. La baisse de l'inflation, l'assouplissement des politiques monétaires et la reprise du commerce international favorisent ces perspectives relativement stables. Cette stabilité masque toutefois des disparités régionales dans un contexte mondial incertain. Aux États-Unis, la croissance devrait ralentir à 1,9%, tandis que l'Europe amorcera une reprise à 1,3%. En Asie, l'Est et le Sud se démarquent avec des prévisions respectives de 4,7% et 5,7%, et l'Afrique devrait connaître une légère progression à 3,7%.